Merci de vous informer sur RTI 1. Bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'actualité. On démarre avec le Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril. Il a entre autres été question des conditions d'établissement des nouvelles cartes d'identité et aussi du contrôle des instruments de mesure dans les commerces. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, est attendu ce soir en terre ivoirienne pour une visite officielle. Elle intervient après celle du président ivoirien en Égypte en 2017. Et cela dans l'objectif de renforcer les relations entre les deux pays, des relations qui se portent déjà très bien. Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, le Premier ministre ivoirien y représente la Côte d'Ivoire. Et cela dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire au lendemain d'une mission d'évaluation du parcours économique du pays. Et puis Israël a voté hier mardi pour élire ses 120 députés selon des projections. Après la quasi-totalité des bulletins dépouillés, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est bien parti pour remporter un 5e mandat. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril a permis de prendre plusieurs mesures, notamment un projet de loi pour élargir les infractions réprimées par le Code pénal concernant l'établissement des nouvelles cartes d'identité et aussi le contrôle des instruments de mesure dans les commerces. Vijanaïma. Au nombre des décisions du Conseil des ministres, tenues ce mercredi 10 avril sous la présidence du chef de l'État, figure un projet de loi visant à élargir les infractions prévues au Code pénal. Fait partie désormais des infractions nouvelles punies par la loi, l'intrusion d'armes à feu, de machettes ou de gourdins dans les écoles. Une mesure qui devrait permettre aux enseignants et élèves d'être mieux sécurisés et étudier dans de bonnes conditions. Ce nouveau projet de loi intègre dans l'arsenal juridique répressif ivoirien des infractions nouvelles, je le dis aussi. Et au titre des infractions, vous avez le maintien de groupes de combat dissous, vous avez l'introduction d'armes dans les établissements d'enseignement ou bien l'intrusion dans le dit établissement. Vous avez en l'occurrence les traitements humains et dégradants qui sont adressés, la réduction à l'esclavage, qui est une infraction nouvelle formulée à travers ce code. Vous avez l'incrimination du travail dangereux des enfants, qui a été prise en compte. La violence basée sur le genre était aussi traitée dans d'autres textes spécifiques. Tous ces aspects ont été ramenés dans ce nouveau code pénal pour éviter l'éparpillement des textes répressifs. Vous avez aussi l'orpaillage clandestin, qui est un phénomène nouveau pour nous, qui a été intégré, la cybercriminalité, etc., etc. Une autre évolution, c'est que nos juridictions répressives ivoiriennes ont maintenant compétence pour connaître des infractions commises en dehors du territoire national lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne. Donc autant d'éléments qui nous permettent d'être très confiants par rapport à la valeur et à la qualité de cette proposition qui sera soumise à la lecture de l'Assemblée nationale dès l'ouverture des prochaines sessions. Établies depuis 2009, les cartes nationales d'identité de millions d'Ivoiriens vont arriver à expiration à partir du mois de juin 2019. Le Conseil des ministres a d'ores et déjà pris des dispositions pour l'établissement dans les délais des nouvelles cartes d'identité. Le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l'exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au gros entretien et renouvellement du registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP, conclu le 8 avril 2019 avec la société Semlex Côte d'Ivoire. Le processus de mise en place des solutions qui composent le RNPP s'étalera sur 2 ans avec une priorité pour la solution devant permettre la production des cartes nationales d'identité. Le système est dimensionné pour produire au moins 36 millions de cartes pendant la durée du contrat, dont 12 millions pendant les 2 premières années
afin de satisfaire aux besoins de renouvellement des cartes nationales d'identité venant à expiration à compter de juin 2019. Dans le souci de sauvegarder les intérêts des consommateurs et même ceux de l'État, le Conseil des ministres a décidé de confier le contrôle de tous les instruments de mesure soumis à la réglementation de l'État à une structure nationale spécialisée. Il s'agit de la société Côte d'Ivoire Métrologie qui va opérer ce service délégué par l'État. Le dimensionnement des différents appareillages, l'étalonnage sera maintenant de la responsabilité de cette société en termes de vérification. Le Conseil a par ailleurs été informé de la prochaine visite à Abidjan d'Ivanka Trump, la fille et conseillère spéciale du président américain Donald Trump, le 17 avril prochain, dans le cadre du sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, organisé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 24 avril prochain. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi entame en Côte d'Ivoire ce mercredi une visite officielle. Elle fait suite à celle du président ivoirien en Égypte en 2017. Les relations entre les deux pays se portent particulièrement bien, autant dans les domaines économiques que diplomatiques. Cette visite en Côte d'Ivoire du président égyptien va permettre d'explorer de nouveaux axes de coopération. On se rend maintenant à New York, aux États-Unis. Le Premier ministre ivoirien, hier, pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Une mission qui se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire, notamment après l'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017 par l'institution de Bretton Woods. Demain s'ouvre à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. Elle se tient une semaine après la nomination par le président de la République des 33 derniers sénateurs. Comment va fonctionner le Sénat? Quel rapport entre Sénat et Assemblée nationale? Kader Sogodogo. Les sénateurs ivoiriens retrouvent pour la deuxième fois la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Ils seront au grand complet. Le Sénat de Côte d'Ivoire est une chambre qui compte 99 sénateurs, dont 66 sont élus et 33 nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En 2018, le 28 mars précisément, les 66 sénateurs ont été élus et ont élu leur président à la suite le 5 avril 2018 avant d'adopter un règlement et de présenter ce règlement au Conseil constitutionnel qui l'a déclaré conforme à la Constitution le 5 juillet 2018. Ces actes ayant été posés, il ne manque que la mise en place des organes et la décision, le décret signé par son Excellence Monsieur le Président de la République pour la nomination de 33 sénateurs permet à cette Chambre de disposer de l'ensemble des sénateurs pour exercer le travail parlementaire. Comment le Sénat va fonctionner? Ses missions, qu'est-ce qui le différencie de l'Assemblée nationale avec laquelle il constitue les deux chambres du Parlement ivoirien? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la chambre basse de notre Parlement et le Sénat est la seconde chambre, chambre haute du Parlement. Ces deux institutions sont donc membres du Parlement et ont pour mission conjointe ou partagent la même mission, celle de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale et évaluer les politiques publiques. En sus, pour le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Comme le stipule la Constitution ivoirienne en son article 94, le Sénat a une session unique de 9 mois. Cette session part de avril à décembre. Elle s'ouvre 7 jours ouvrables après celle des députés et se referme 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Et nous poursuivons ce journal avec la lecture d'un communiqué du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité.
Il nous a donné de constater que malgré les différentes campagnes de sensibilisation relatives à la saison des pluies et conformément aux mesures de prévention prises par le gouvernement, des ménages vivant dans des zones à risque résistent encore et refusent de quitter ces lieux dangereux. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, en exécution des décisions du gouvernement, rappelle aux populations vivant dans les zones à risque, bassins d'orage, cuvettes, flancs de collines, qu'elles doivent impérativement quitter ces sites extrêmement dangereux en raison de la saison des pluies. Les opérations de déguerpissement seront poursuivies afin de sauver des vies humaines. Ce présent communiqué tient lieu de mise en demeure. C'est signé Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour la lutte contre le changement climatique, un projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique vient d'être lancé. Il s'agit d'échanger avec les parties prenantes sur l'orientation et les pistes d'amélioration de chaque composante du projet. Grâce Kando. L'accessibilité aux fonds internationaux liés à la lutte contre les changements climatiques reste difficile. Comment élaborer des projets qui respectent les critères des guichets climatiques? Une question au centre d'une rencontre à Abidjan en vue d'élaborer un projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique. Ce projet permettra la formulation de 2 notes conceptuelles bien détaillées pour soumission au Fonds vert pour le climat et d'une proposition complète pour soumission au Fonds d'adaptation. Ce projet favorisera l'étude sur les options pour l'accréditation de 2 institutions nationales de la mise en œuvre auprès du Fonds vert pour le climat. Le projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique bénéficie de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires. Nous, on a réfléchi, pourquoi ne pas solliciter l'appui des experts, des gens qui savent élaborer les projets pour nous appuyer. Et c'est pour cela que la BAD nous assiste en nous donnant un fonds pour ça. Mais aussi, il faut que les compétences restent. Il faut qu'au plan national, on puisse avoir des personnes capables d'écrire des projets. On fait beaucoup de consultations avec les parties prenantes locales pour absorber, pour comprendre, évaluer et ensuite faire le design, la structuration appropriée qui répondent aux besoins locaux et établir une liste longue et ensuite une liste de priorités de projets sur la base des besoins locaux. Au thème de la rencontre, des orientations et avis seront recueillis auprès des parties prenantes sur les composantes du projet. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce de Côte d'Ivoire vise à impliquer et autonomiser les populations locales face aux menaces auxquelles elles sont confrontées. Une rencontre des acteurs de la chaîne leur a permis de s'engager à prévenir tout éventuel débordement en période électorale. Herman Guivet. Troubles et contestations surviennent souvent au cours d'échéances électorales. Pour prévenir ces violences au cours des échéances électorales à venir, un atelier réuni autour de cette question des acteurs intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre rapide des réponses à ces alertes. Partenaire technique et financier du Centre national de coordination du mécanisme de réponse, le NDI, le National Democratic Institute, entend contribuer de manière bien définie au succès de cette mission. Le National Democratic Institute et ses partenaires de mise en œuvre se proposent donc dans le cadre de ce programme d'intervenir sur toute l'étendue du territoire et plus particulièrement dans 15 localités jugées comme zones à risque potentiel pour créer les conditions d'élections apaisées en 2020, renforcer la cohésion sociale et communautaire, augmenter la résilience de ces communautés à faire face à toutes sortes de chocs endogènes et exogènes. Pour Nancy Lawenthal, représentante pays de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le déficit de coordination est préjudiciable pour les pays et les populations. Le renforcement des capacités en vue d'assurer la sécurité des populations nécessite impérativement une approche coordonnée et intégrée dans les dispositifs de veille. Nous saluons la tenue de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'anticipation voulue par le président de la République, son Excellent M. Alassane Ouattara, sur les grandes problématiques et enjeux auxquels le gouvernement est appelé à faire face. C'est un message à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux que les autorités ivoiriennes ont pris la pleine mesure des échéances de 2020
notamment au plan politique. Elles mettent ainsi en œuvre toutes les mesures permettant d'avoir un dialogue inclusif avec les différents acteurs sur les grands sujets à enjeux nationaux. Objectif général, mettre en synergie les actions des structures intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides, élaborer un plan d'action intégré susceptible d'appui au programme Transition et Inclusion Politique, le PTI. Dans le domaine des infrastructures routières, le Fonds d'entretien routier initie une rencontre à l'attention des forces de l'ordre, des responsables de l'AGEDI et des transporteurs. Il a été question de mieux assurer la sécurité et d'apporter assistance aux usagers des autoroutes et des routes. Francis Boirfo. L'opérationnalisation des postes à péage de Thomasé et Moapé sur l'axe Abidjan-Abengourou à l'est, les mois à venir, va porter à 4 les passages payants sur l'autoroute et les voies concédées au Fonds d'entretien routier FER, ce qui aidera à l'entretien des routes au regard des besoins de financement. Le besoin annuel de l'entretien routier, 100 milliards de 2019 à 2024. Et plus tard, c'est ça, autour de 275 milliards pour les autres années à venir. Le FER a la responsabilité d'assurer la fluidité du trafic, le confort et la sécurisation des biens et des personnes sur les voies, surtout sur l'autoroute du Nord et ses emprises. Tout le long de l'autoroute, les gens ici sont anarchiquement installés, ce qui entraîne effectivement des sorties sauvages qui peuvent entraîner des accidents. Nous faisons des opérations de déguerpissement, mais dès que nous donnons d'eau, les gens reviennent s'installer. C'est pour assainir la gestion de l'autoroute et de ses emprises et mettre en place des unités de sécurité que la Direction générale du FER a initié cette rencontre. Elle réunit les agents du Fonds d'entretien routier, de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, les forces de l'ordre et plusieurs autres acteurs du transport routier. On parle toujours sécurité, mais cette fois dans le monde du travail. Le Forum de la santé, de la sécurité au travail et de la protection des personnes et des biens, Soluf Africa, est à sa 2e édition. Les experts et professionnels du secteur sont venus proposer leurs solutions au gouvernement ivoirien. Plus de précisions avec Jean-Luc Mangbo. Des démonstrations de secours d'accidentés, de maîtrise des feux domestiques, mais également des expositions de produits de sécurité au travail et de protection des personnes. La 2e édition du salon Solutes Africa n'a pas dérogé à la règle. Une rencontre comme Solutes est une opportunité de réunir les acteurs concernés pour débattre des problématiques santé, sécurité, protection des personnes et des biens et proposer des solutions de maîtrise dans un schéma classique, de proposer en fin de compte des schémas au gouvernement. La gestion des risques santé et sécurité soulève en effet des enjeux de protection des travailleurs et des biens. En moyenne, nous avons 6 000 cas chaque année en matière d'accidents du travail et nous observons une dizaine, une vingtaine de cas de maladies professionnelles. Cela nécessite des frais, que ce soit des frais pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais aussi des coûts qu'on peut appeler coûts indirects pour les entreprises, sans compter bien évidemment la souffrance des populations et la perte de productivité par exemple pour l'entreprise. Le Forum Santé et Sécurité réunit chaque année les professionnels du secteur tout en leur permettant d'échanger sur les pratiques et de proposer leurs solutions en matière de sécurité et de santé au travail. Nous participons à ce type de salon pour nous faire connaître davantage et de proposer nos expertises, nos produits et nos savoir-faire au grand public afin qu'ils évitent le pire chez eux. Selon les estimations publiées en 2017 par l'Organisation internationale du travail, OIT, 2,78 millions de travailleurs meurent chaque année par suite d'accidents et de maladies liées au travail. L'autisme, une maladie peu connue en Côte d'Ivoire, est un trouble mental qui se manifeste chez l'enfant avant l'âge de 3 ans. Les enfants autistes rencontrent des problèmes dans des secteurs cruciaux du développement, les interactions sociales, le langage, la communication et aussi le comportement. Comment les familles arrivent-elles à prendre en charge leurs enfants autistes? Gros plan sur l'autisme avec Éric Goré. Dans un centre d'action médico-psychosocial, des enfants atteints d'autisme travaillent avec leurs encadreurs. L'autisme est un trouble de développement humain caractérisé
par des difficultés de l'apprentissage et de la communication, selon l'OMS. C'est un autre état, c'est une différence. Chez les enfants comme chez les ados, comme adultes, c'est des enfants à besoins particuliers, donc la prise en charge est à besoins particuliers. Donc il faut des matériels didactiques adaptés à chaque enfant, parce que le cas de Philippe, ce n'est pas le cas de Paul, le cas de Paul, ce n'est pas le cas de Jean, et ainsi de suite. Chaque enfant est unique en son genre. Vivre avec ces personnes demande de la patience et de l'affection. Ma petite sœur qui est autiste, elle est beaucoup nerveuse, elle se fâche beaucoup. Quand elle a besoin de quelque chose et qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre, elle s'agresse, elle est beaucoup violente contre elle-même. En Afrique, l'autisme est peu connu. Même s'il y a un enfant qui est autiste, l'Africain ne dira pas que c'est un autiste. Ils vont parler de peut-être d'un problème de mental, c'est-à-dire d'être fou en quelque sorte. Certaines personnes traitent la maladie de maléfique. Ce genre de truc on entend tout le temps. Avant même que moi-même j'ai un enfant autiste, c'est avec elle que j'ai compris ce que c'était l'autisme et tout. Mais j'avais déjà vu ce genre d'enfant avant. Mais je savais quand les gens disaient oui, celui-là ou celle-là a sacrifié son enfant pour qu'il soit quoi, pour avoir plein d'argent. Moi-même, je croyais avant parce que je n'avais pas encore vécu la chose. Cette dame est la mère d'un jeune homme atteint d'autisme. Il a 38 ans et à cet âge, il ne parle pas encore. Il avait 2 ans quand son père est parti de la maison. Il nous a abandonnés, il est parti. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et c'est moi seul qui ai pris mon enfant en charge jusqu'aujourd'hui. Depuis ce temps, je suis avec lui ici. Dame Nyamie Honorine fait l'objet de préjugés. Je ne suis pas riche et je n'ai pas sacrifié mon enfant non plus. Et puis je n'ai pas voulu. Voilà, Dieu seul sait pourquoi j'ai eu cet enfant comme ça. C'est pour éviter tous ces préjugés que Stéphane Cablan, père d'un enfant autiste, a créé une association de parents autistes. Cette année 2019 est une année particulière pour nous. Ça a été des jours d'intenses prières, de moments de jeûne. Et pour finir, le chef d'État a déclaré cette année l'année du social. Aujourd'hui, notre combat, c'est de mettre en place les infrastructures nécessaires, notamment le centre de traitement de l'autisme en Afrique, à Abidjan, afin de pouvoir outiller, 1, les professionnels, les former, 2, former les parents à la prise en charge de leurs enfants à Abidjan. Bientôt, la Côte d'Ivoire va accueillir une grande institution médicale qui va s'intéresser spécialement aux autistes afin d'assurer leur prise en charge. Une page politique dans ce 20h, le mouvement PDCI Renaissance compte une quarantaine de secrétaires de section de plus. Ils adhèrent à ce mouvement présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ces nouveaux adhérents issus de la ville de Bangolo, zone ouest de la Côte d'Ivoire, ont la charge de promouvoir les idéaux de ce mouvement favorable au RHDP. Godefroy Okambawa. Dans la ville de Bangolo et dans plusieurs villages de cette localité de la région du Guémon, ils ont porté à bout de bras le PDCI RDA jusqu'à cette année. Depuis ce mois d'avril, ils ont fait le choix, à leur propre initiative et après analyse de la situation politique, d'adhérer au PDCI Renaissance. Ce sont 46 secrétaires de section du PDCI qui refusent la rupture avec le RHDP. À leur demande, ces 46 nouveaux militants du PDCI ont opéré un ralliement public et se sont mis à la disposition de la délégation départementale du mouvement PDCI Renaissance de Bangolo. Je suis militant du PDCI, je suis membre du Grand Conseil régional et aujourd'hui délégué permanent du PDCI Renaissance. J'ai pris ce choix parce que moi je suis un homme de paix. Nous sommes engagés aux côtés de nos délégués, M. Doupierre, pour effectivement implanter, installer dans les derniers hameaux toutes les structures de base de ce mouvement qui est le PDCI Renaissance. Son coordonnateur, Dou Pierre, les a félicités pour leur choix qu'il a qualifié d'éclairé, rappelant les idéaux du RHDP et tout le bénéfice que Bangolo et la région du Guémon vont tirer de leur adhésion à ce parti. Le RHDP nous a permis, après tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, de nous retrouver et ensemble de regarder la même direction dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire, avec toutes ces réalisations initiées par son excellence le président Alassane Ouattara
et qui font aujourd'hui la fierté de notre pays. Le coordonnateur du mouvement PDCI Renaissance de Bangolo envisage une tournée dans les cantons que compte le département de Bangolo afin d'établir durablement le mouvement PDCI Renaissance dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Action 2020, lui aussi, mobilise pour la continuité avec le RHDP. Il a fait sa rentrée politique à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un mouvement qui met l'accent cette année sur la mobilisation et invite à l'union et à la solidarité. Moussa Konaté. Le mouvement Action 2020 s'engage pour la continuité avec le RHDP en 2020. À sa rentrée politique à Korogo, dans la cité du Porou, le président Kader Fofana a invité les populations à l'union et à la solidarité autour du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. Aujourd'hui, le RHDP est la maison qui pourra véritablement rassembler tous les fils et filles de cette Côte d'Ivoire-là. Donc nous sommes ici à Korogo pour lancer un appel à la mobilisation de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour dire que le président Alassane Ouattara nous a permis véritablement de positionner la Côte d'Ivoire là où elle se trouve. Nous, en tant qu'Action 2020, nous disons que notre choix, c'est le président Alassane Ouattara. Notre boussole, c'est le président Alassane Ouattara. Dans le cadre de ses activités pour l'année 2019, le mouvement Action 2020 prévoit une tournée de mobilisation dans différentes localités. Objectif, sensibiliser les populations à s'engager dans la continuité avec le RHDP. La section France du Conseil supérieur des imams COSIM a initié une conférence interreligieuse. Cette rencontre a porté sur la contribution de la diaspora dans le renforcement de la cohésion sociale et de la paix définitive en Côte d'Ivoire. Elle a regroupé toutes les communautés ivoiriennes avec des interventions d'imams et de pasteurs. Mamadou Kwasi. Pasteurs et imams face à un auditoire d'obédiences religieuses différentes. Ces membres de la communauté ivoirienne vivant en France échangent sur leurs contributions pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en leur sein, mais aussi en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la section France du Conseil supérieur des imams COSIM, dirigée par l'imam Ahmed Kouyaté. Nous avons besoin d'une élite, d'une jeunesse et d'un peuple qui croit en la paix, qui lutte jour après jour pour les valeurs de la culture de la paix, c'est-à-dire la solidarité, la tolérance et pour le vivre ensemble harmonieux. Chacun des intervenants a proposé sa recette pour renforcer le vivre ensemble et le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des efforts qui ont été faits, comme je le disais tantôt, mais il y a encore du travail à faire. C'est nécessaire que ce travail soit fait pour ne pas que la Côte d'Ivoire revive ce qu'elle a vécu. On a besoin des conciliateurs. Les politiciens font leur travail, mais il faut des gens pour servir d'intermédiaire entre les politiciens et le peuple. L'initiative est saluée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, conduisant une forte délégation de diplomates ivoiriens. Il a saisi l'occasion pour inviter les Ivoiriens vivant en France à plus d'union et de solidarité, chose qui devrait, selon lui, permettre d'accompagner la politique de réconciliation et de développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter la diaspora ivoirienne à œuvrer davantage à la restauration et à la consolidation des valeurs de fraternité, de paix et d'hospitalité entre ses membres. La section France du Conseil supérieur des imams, COSIM, n'est pas sa première action de rassemblement des Ivoiriens. Elle est l'initiatrice des prières communes et fêtes de Tabaski, dans l'Hexagone. L'actualité, en bref, nous conduit au Niger. La famille du général Ibrahim Baré Maïsanara réclame justice. Il a été tué par des éléments de sa propre garde rapprochée dans une base militaire en avril 1999, alors qu'il dirigeait encore le Niger. La famille de l'ancien président du Niger, Ibrahim Baré, réclame justice. Il y a 20 ans, l'homme disparaissait dans une base militaire du pays. La Cour de justice de la CEDEAO a fait savoir en 2015 qu'il y a eu une double violation dans l'affaire, celle du droit à la vie du défunt et le droit de ses proches à avoir accès à la justice. Le Conseil de sécurité des Nations Unies cherche une solution immédiate au combat libyen.
Une crise déclenchée le 4 avril dernier par l'attaque des hommes de Khalifa Haftar sur Tripoli. 8 ans après la chute de Kadhafi, le pays reste dans la turbulence. En Israël, Benjamin Netanyahou est annoncé vainqueur des élections législatives par les projections des médias. Selon les télévisions israéliennes, le Likoud de Netanyahou a une avance sur le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui permettra au Premier ministre sortant de former un gouvernement de coalition. Rappelons pour terminer que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est attendu en Côte d'Ivoire ce mercredi soir. Une visite qui fait suite à celle du président ivoirien en Égypte en 2017. Les relations entre les deux pays se déroulent particulièrement bien et cette visite en Côte d'Ivoire du président égyptien va permettre d'explorer de nouveaux axes de coopération. Merci à tous de votre attention. Un nouveau journal à 23h avec Michel Mambo. Moi, je vous retrouve demain jeudi à 20h, toujours sur RTI 1.